Point virgule. Pour tout savoir et tout comprendre sur les différents sujets, société, politique, culture, environnement, des thématiques sont abordées pour faciliter votre compréhension. Point virgule, la lucarne qui vous apporte un plus. Point virgule, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour découvrir le contenu intéressant de nos podcasts. Point virgule. Bienvenue à tous dans Point virgule, votre programme qui lève un coin de voile sur vos différentes préoccupations, l'actualité et les différents sujets liés à notre quotidien. Je suis heureux de vous retrouver pour qu'on parle d'une nouvelle thématique avec mon invité qui apportera beaucoup de précisions pour éclairer votre lanterne. Il y a quelques semaines, l'actualité au Bénin a été beaucoup mouvementée par le fameux sujet de la reconnaissance de paternité. La toile, les chaînes de radio et télé au Bénin n'ont parlé presque que de ce sujet pas si courant, la reconnaissance de grossesse, prévue par la loi. Pourtant, c'est une disposition pas si nouvelle, mais qui visiblement surprend, d'où les questionnements qu'elle suscite. Je suppose que beaucoup d'entre vous n'en savent pas grand-chose. Eh bien, rassurez-vous, on vous dit tout sur ce sujet avec notre invité du jour. Du haut de ses années d'expérience dans le domaine de la défense des droits de l'homme, Miguel Hueto est également l'une des actrices non négligeables de la société civile au Bénin. Miguel Hueto, bienvenue. Merci à Point virgule de me recevoir. C'est vrai que je vous ai présenté brièvement, mais de façon plus approfondie, que doit-on retenir de cette brave dame que vous êtes? Oh, il faut juste retenir que c'est une béninoise de nationalité, elle est juriste de formation et s'intéresse depuis quelques années aux questions de droits humains qui l'a amenée ou l'a conduite à co-créer une organisation non gouvernementale dénommée Human Rights Priority, entendez en français priorité aux droits humains. Eh bien, continuons sur le sujet de la filiation. Un volet de la loi qui a récemment fait polémique est l'exigence de la reconnaissance de paternité d'une grossesse avant l'établissement de l'acte de naissance avec le nom du père. Les couples mariés à l'état civil doivent présenter le certificat de mariage et une pièce d'identité du père à la maternité avant accouchement. Les couples non mariés, la femme enceinte doit remettre à l'auteur de la grossesse une fiche de reconnaissance de paternité que ce dernier doit aller enregistrer et légaliser à l'arrondissement au plus tard avant la fin du 3e mois de grossesse. Tout d'abord, Miguel, on va écouter ce que nos compatriotes ont à dire sur le sujet. C'est le micro-trottoir. Point virgule, le micro-trottoir. Le certificat de paternité protège beaucoup plus la femme et l'enfant aussi qui est dans le ventre de cette femme, à mon humble avis. Parce que ça évite à cette femme-là d'avoir un enfant sans père et ça évite aussi à l'enfant d'avoir une maman sans père aussi. Et ça peut permettre à l'enfant d'avoir au moins quelqu'un qui va subvenir à ses besoins sur tous les plans. Je ne suis pas tellement pour, parce que si elle n'a pas un seul partenaire et qu'elle t'amène quelque chose de quelque part, tu tombes dedans, ce n'est pas trop bien. À mon humble avis, c'est la femme et l'enfant qui sont protégés par le certificat de paternité. Parce que la loi a prévu qu'en l'absence de déclaration de grossesse, l'homme est frappé par la loi et donc l'enfant qui naîtra portera le nom de sa maman. Ce point-là seulement suffit pour dire que c'est la femme et l'enfant qui est protégé par cette loi-là. Oui, je peux dire que je suis pour cette loi parce que c'est un constat que le législateur a fait avant de voter cette loi-là. Et donc on a vu que souvent les hommes enceintent les femmes, mais refusent la grossesse parfois. Et donc pour corriger cet état de choses, le législateur a voulu encadrer ça et donc c'est encourageable. Je soutiens ça. Ça va permettre désormais à ce que c'est seulement ceux qui ont la capacité qui peuvent se rapprocher de la femme désormais. On peut dire ça ainsi. Je dirais plutôt que c'est au niveau de la femme, puisqu'en milieu scolaire, aujourd'hui, il y a assez de filles qui chopent les grossesses inattendues. En plus de ça, le législateur béninois veut mettre l'accent sur la responsabilité réelle des auteurs de la grossesse surtout. Et je crois bien que cela va permettre maintenant aux jeunes d'y réfléchir avant de s'approcher au sexe. Bon, à mon avis, celui qui est le plus protégé par certificat de paternité, je dirais que c'est
l'enfant, surtout l'enfant. Mais en général, on dirait que c'est les trois. Ma part, en ce qui concerne le certificat de paternité, je pense bien que la protection qu'il y aurait à ce niveau irait plutôt à l'endroit de l'enfant et aussi à l'endroit de la femme. À l'endroit de la femme parce que quand l'homme déclare avoir enceinté une femme, cela lui donne déjà l'opportunité de ne pas avoir un enfant sans père. Parce que si, après la grossesse, ce dernier ne déclare pas et puis va dire après qu'il n'a pas enceinté, c'est des problèmes qu'il cause à la mère qui devient une mère célibataire. Ça protège aussi l'enfant parce que ça lui permet d'avoir un père. Parce que si le père avait refusé la grossesse, il serait dès lors un enfant sans père. Le certificat de paternité, je ne suis pas contre. Je vois que ça situe la responsabilité de chacun. Le père de l'enfant, c'est les responsabilités qui lui incombent et la femme aussi, c'est la responsabilité qui lui incombe. Ça va permettre aux jeunes, quand tu n'es pas prêt à avoir d'enfants, il ne faut pas t'approcher de ce qui fait avoir d'enfants. Je pense que c'est l'enfant. C'est pour qu'il ne soit pas en fait considéré comme un enfant sans père plus tard. Ça le protège de tout. On sait qu'il a un père, il a une mère, tout et tout. Je suis contre. Un homme qui est enceinte, en fait, une femme, normalement, doit reconnaître en fait que c'est lui qui est l'auteur de la grossesse. On n'a pas besoin d'un certificat de paternité pour prouver qu'il est vraiment le père de l'enfant, à moins qu'il fuit ses responsabilités. Je pense que le certificat de paternité, c'est juste des formalités. Alors, retour après ce micro-trottoir qu'on a écouté, selon vous, est-ce que les compatriotes ont bien saisi l'intention de cette loi? Vous savez, ce n'est que le reflet de ce qui se dit tout bas dans la société. Quand vous avez eu la chance de parcourir un peu les contrées du pays ces derniers mois, il n'y a pas d'échange en tant que juriste ou en tant que acteurs venus les former ou renforcer leurs capacités d'une manière ou d'une autre, sans que ce débat-là ne fasse surface. Donc, disons, moi je pense personnellement que beaucoup n'ont peut-être pas compris le bien fondé de la loi ou de cette exigence-là. Bon, après, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si on a vraiment tenu compte des habitudes chez nous. Vous voyez, ça n'a pas toujours été habituel ou commun chez un homme béninois vivant au Bénin de faire des va-et-vient d'une structure à une autre simplement pour enregistrer une naissance ou alors pour aller retirer la fiche de naissance, l'acte de naissance d'un enfant. Donc, on en est encore à ce défi-là quand cette décision est tombée déjà depuis 2015 parce que la loi portant code de l'enfant avait déjà ouvert la brèche. Avant que, en 2021, donc janvier-février 2021, une nouvelle loi ne vienne préciser davantage ce qu'il en est. Donc, je pense fondamentalement que beaucoup n'ont pas compris le bien fondé. Il va falloir informer davantage, sensibiliser. Je voudrais dire aux messieurs, aux hommes qui nous écoutent en ce moment que faire le mariage, aller vers un lien matrimonial, donc se marier s'unir à une femme devant un officier d'état civil, ça a ses avantages. Mais comme toute chose, il y a aussi peut-être des défis dans cette union-là. Et donc, le faire, d'une certaine façon, ça protège. Ça protège les enfants, ça protège aussi la dame. Mais lorsque vous ne le faites pas, la loi vous incombe aujourd'hui d'aller faire la déclaration de grossesse, la reconnaissance déjà de grossesse et la déclaration de paternité. Pourquoi? Simplement parce que depuis toujours, lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle va en consultation, il y a une fiche qui lui a toujours été remise. Elle est censée rentrer à la maison avec cette fiche. Son homme, présumé auteur de la grossesse, devrait la remplir et la signer. Et cette dernière devrait la retourner à la sage-femme. Parfois, elle ne revient pas avec cette fiche. Et lorsque elle accouchait, la question qu'on lui posait, c'est « Fiositolo, Nenoni », c'est quoi le nom du père? Et on se fie à ce qu'elle va dire. Malheureusement, parfois, vous avez ces enfants-là qui vous portent des noms de famille dont les présumés géniteurs s'en lavent complètement les mains. Aujourd'hui, il est question simplement d'aller reconnaître que vous êtes auteur de cette grossesse. D'une certaine façon, c'est protéger l'enfant, mais c'est aussi protéger votre famille, votre patronyme, parce que si vous ne le faites pas, au regard de la loi aujourd'hui, l'enfant ne portera pas votre nom.
en tant que géniteur, donc en tant que père. L'enfant va porter exclusivement le nom de sa mère. Peut-être que s'il grandit, qu'il a l'âge de la majorité, donc qu'il a 18 ans, il pourra décider lui-même de porter votre nom plus tard. Mais toujours est-il que si vous ne le faites pas, vous allez avec une femme aujourd'hui qui vous dit « je suis enceinte ». Vous avez 3 mois pour aller faire les procédures, reconnaissance de grossesse, déclaration de paternité. Si vous êtes marié, point n'est besoin de vous casser la tête, l'acte de mariage suffit amplement, car aux yeux de la loi, l'enfant de la femme a pour père le mari de la femme. Mais lorsqu'il n'y a pas union donc devant la loi, ça veut dire que c'est une présomption de paternité. Elle l'est toujours de l'autre côté, mais c'est un peu plus formel. Donc, c'est une présomption ici très simple de paternité. À vous d'aller confirmer cette présomption pour lever tout équivoque et en même temps pour protéger l'enfant. Mais je crois fondamentalement que, pour finir sur la question, cette obligation désormais, à mon sens, titille un peu les méninges des hommes. Et il rappelle à leur attention que, à partir du moment où vous avez conscience et vous allez déclarer une paternité, ça veut dire que vous prenez conscience de vos responsabilités parentales. Et donc, quelque part, ça peut secouer les habitudes chez certaines personnes. C'est sans doute ce qui crée autant de remous. J'allais vous demander ce que vient corriger cette loi, mais vous en avez déjà parlé dans votre rapport de réponse précédemment. Mais dites-nous quelle est votre opinion personnelle sur cette loi, en tant que femme juriste et aussi en tant que femme. Vous savez, une loi ne peut pas corriger tout d'un coup. Une loi est censée, de façon progressive, corriger certaines imperfections, régler un certain nombre de problèmes. Mais une loi, la loi n'a pas de pied, elle n'a pas de tête, elle n'a pas de bras, elle ne peut pas parler seule si on ne la fait pas parler. Donc, si on ne la divulgue pas, si on ne la vulgarise pas en cette disposition. C'est pour cela que je pense que l'intention, bien sûr, en me mettant à la place du législateur, je peux oser dire, je pèse mes mots, je peux oser dire que le législateur a bien pensé en se disant, ok, mais qu'est-ce qu'on fait pour tous ces enfants-là qui ne savent pas qui est leur géniteur, alors qu'il y a une possibilité d'obliger ou de contraindre d'une certaine façon le géniteur à le faire. Malheureusement, est-ce que cette loi vient contraindre? Si le monsieur ne le fait pas, ça veut dire simplement que l'enfant ne porte pas son nom. Donc, est-ce qu'il y a une contrainte qui lui impose de le faire? Est-ce que c'est pas, je ne relève pas ça quand je parcours les dispositions de la loi, à moins que je n'ai été distraite en les parcourant. Donc, une limite, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de coercition, il n'y a pas de contrainte véritablement pour un homme présumé auteur d'une grossesse à aller faire les formalités, la reconnaissance de grossesse, la déclaration de paternité. Après, on peut comprendre, je voudrais que les hommes me suivent correctement, on peut comprendre l'hésitation d'un homme à aller vers cette procédure-là de reconnaissance de grossesse et de déclaration de paternité. Parce que si vous allez avec une femme et qu'à un moment donné un doute subvient, c'est tout à fait humain et normal qu'on hésite. Bon, après, est-ce que tous les hommes se refusent d'y aller parce qu'il y a doute? Ça, c'est une interrogation. Je laisse chacun y répondre. Donc, en tant que femme, je voudrais dire aux femmes déjà que faut pas qu'elles jubilent, pas qu'elles sautent du sol au plafond, parce que c'est pas une garantie. Ce n'est pas parce que oui, vous avez une grossesse, le monsieur, il va faire la reconnaissance de grossesse, il va faire la déclaration de paternité. C'est pas une garantie pour qu'il vous épouse, ça c'est la première chose. Et seconde chose, dites-vous simplement que vous n'y gagnez personnellement rien, à part le fait que oui, vous avez un enfant qui porte le nom de son père. Ça, sociologiquement, quand on s'en tient à notre sociologie, aux réalités de notre pays, ça peut avoir un poids énorme. Votre enfant ne sera pas stigmatisé parce que dans beaucoup de communautés, on dira « était ton tonton, il connaît même pas son géniteur, donc il porte le nom de sa mère. » C'est un enfant, avec beaucoup de qualificatifs négatifs. Ça, au moins, c'est quelque chose qui pourra disparaître si éventuellement le monsieur satisfait à l'exigence de la loi. Et plus loin, qu'en est-il des situations spéciales? Exemple, le viol, surtout dans le contexte d'interdiction de l'avortement au Bénin. Est-ce que cette loi protège-t-elle vraiment la femme? Il faut dire que cette loi, elle n'a pas vocation, je pense, humblement,
Encore qu'il faut préciser, il s'agit là de la loi portant code pénal, en certaines de ces dispositions qui donc interdit l'IVG, entendez interruption volontaire de grossesse dans notre pays. C'est quoi une interruption volontaire de grossesse? C'est simplement le fait de mettre un terme à une grossesse parce qu'on le désire soi. Et la loi dit, ce n'est pas possible dans notre pays, lorsque on vous récupère ou on vous met la main dessus, pour avoir posé un tel acte, vous êtes passible de sanctions. Cela dit, la loi ouvre quand même une brèche pour dire que lorsque des indices, des éléments, des informations médicales prouvent que la vie de la mère ou de l'enfant à naître est en danger. Donc, si l'enfant à naître, par exemple, ne sera pas viable ou s'il vient avec une malformation dont on n'a pas encore les technologies, par exemple, pour le soigner, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de cas qui sont prévus et énumérés par la loi. Dans ces cas-là, sur avis médical, une interruption de grossesse peut survenir. Mais évidemment, ce n'est pas une interruption volontaire de grossesse. Il s'agit d'une interruption de grossesse sur avis médical. C'est l'IVG, donc interruption volontaire de grossesse, qui est interdite. Quelque part, cette décision prise par le législateur béninois de ne pas laisser les femmes interrompre des grossesses lorsqu'elles le désirent, elle a un avantage, mais elle a aussi des inconvénients. Inconvénient, imaginez une femme qui se fait violer, donc qui se fait abuser sexuellement, et de cet abus sexuel découle une grossesse. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle garde? Est-ce qu'elle ne garde pas? Personne ne souhaite vivre une telle situation. Mais si, aux yeux de la loi, elle est obligée de porter cette grossesse, vous imaginez le fardeau, vous imaginez tout ce qui peut s'en suivre. Après, quand on se place sous la coupole défenseur des droits humains, on se dit, mais si on l'autorise à procéder à une interruption volontaire de grossesse, elle porte atteinte à une vie humaine. Donc, parfois, vous savez, le droit se confronte à beaucoup de paramètres. Il a vocation à la fois à protéger et en même temps à enfreindre. Je vais dire ça comme ça, à certaines règles. Donc, c'est pas toujours aisé. Le plaidoyer qu'on puisse faire, c'est que l'on aille progressivement vers cette libéralisation de la chose, parce que l'absence d'une réglementation dans ce domaine-là fait que les gens vont vers une interruption volontaire de grossesse de façon clandestine. Et les conséquences, on les connaît. Vous avez des gens qui décèdent après une interruption volontaire de grossesse parce que c'est fait dans des conditions non hygiéniques. Sanitairement, les gens n'ont pas les appareils qu'il faut. L'hygiène dans la salle où ça s'est fait, c'est pas au top. Et parfois même, les gens meurent ou même quand ils vivent, il y a désormais une incapacité à procréer. Donc, les infections aussi, c'est beaucoup de conséquences. Je pense que le législateur gagnerait à aller progressivement vers aussi l'assainissement de ce milieu-là. Mais après, il faut aussi une volonté politique. Au-delà du législateur, il faut que la volonté politique puisse donner le ton à cela. L'article 17 de la loi stipule que l'enfant a le droit de, je cite, connaître ses parents et faire inscrire leur véritable nom sur son acte de naissance, de ne pas être séparé contre son gré de ses parents et de sa famille si ce n'est dans son intérêt supérieur. Fin de citation. La reconnaissance de paternité, est-ce qu'elle n'entrave pas le respect de cette loi? Je ne pense pas que systématiquement elle va entraver le respect de cette loi. Il faut rappeler que l'enfant, c'est une personne de genre masculin ou féminin, âgée de moins de 18 ans. Et cette personne est appelée enfant justement parce qu'on estime qu'elle n'a pas encore les capacités de se prendre en charge tout seul, de pouvoir subvenir à ses besoins. Et c'est pour cela que les adultes qui l'entourent ont des responsabilités. Au regard de cela, un enfant, l'idéal, c'est ce que souhaite la loi et c'est l'idéal, c'est qu'un enfant puisse vivre dans un creuset familial avec son père, sa mère. Donc qu'ils connaissent les deux et qu'ils portent leur nom. Malheureusement, nous sommes dans un milieu où le patriarcat résiste à nos différentes actions, à tout ce que nous faisons, je vais le dire pour faire simple comme ça. Ça a la peau dure. Certaines habitudes qui ont découlé du patriarcat que nous avons, que nos sociétés ont connu pendant des décennies, certaines de ces habitudes ont la peau dure. Et c'est ce qui fait que
Aujourd'hui, nous sommes sous un régime monogamique au Bénin. Mais vous avez beaucoup d'hommes qui ont trois, ils ont peut-être une femme que tout le monde connaît, mais à côté, il y en a 2, 3, 4, et on ne parle même pas de celles qu'on ne connaît pas, qui sont dans l'ombre. Et malheureusement que ça ne dérange pas non plus, qui de plus en plus sont même férus des hommes qui ont déjà des charges familiales, des responsabilités familiales. Et de ces amitiés-là, de ces collaborations, je vais dire ça comme ça, j'appelle ça collaboration, de tout ceci, parfois, découlent des grossesses, donc vont naître des enfants. Est-ce que il y a vraiment, de façon réaliste, possibilité que ces enfants vivent sous le même toit avec leur père et leur mère? Je pense que c'est pas possible dans ces cas-là que je viens d'énumérer. Et donc, cette loi, elle pose les principes, mais dans la réalité des cas, parfois, ça peut être compliqué. Donc, c'est pour cela que parfois, on dit et on souhaite que les lois, les tests, les instruments puissent prendre appui sur nos réalités socio-culturelles. Alors, il est prévu par la loi que l'État assure l'assistance à l'enfant illégalement privé d'un ou de tous les éléments constitutifs de son identité. On peut argumenter que la filiation paternelle fait partie de l'identité de l'enfant. Que fait donc l'État dans le cas précis d'un déni de paternité? J'ose le dire, je crois que je peux assumer ce que je vais avancer. L'État ne fait rien. Si déjà les tests n'imposent pas ne contraignent pas, disons-le comme ça, ne contraignent pas un présumé géniteur à accepter, donc à aller vers la reconnaissance de grossesse et la déclaration de paternité, vous comprenez que il y a donc déni de paternité. Et en ce moment, que peut faire l'État? Je pense pas que l'État puisse faire grand chose, à part que il faille peut-être aller vers la prise en compte de cette limite-là que connaît la loi, en prévoyant une forme de contrainte. Trouver vraiment l'astuce qu'il faut pour contraindre un présumé géniteur à accepter les responsabilités qui découlent de cette paternité-là. L'exigence d'une reconnaissance de paternité n'est-il pas un moyen pour les hommes de dénier leurs responsabilités? À part le test de paternité, quelles mesures légales existent pour empêcher le déni frauduleux de paternité? La question me fait sourire. Et je fais rapidement le tour dans ma tête, je me dis, non, de vous à moi, et de façon vraiment sincère, si un homme, parce qu'on a dit, il faut aller faire la reconnaissance de grossesse, il faut faire la déclaration de paternité, prenne ses jambes au cou, je pense qu'il y a un problème. Lorsqu'un homme ne satisfait pas aux exigences de la loi à la date d'aujourd'hui, de façon frauduleuse, il faut d'abord apporter la preuve de ce que cela a été fait de façon frauduleuse. Et quand on prend le contexte qui est le nôtre, je ne vois pas beaucoup de femmes se mettre dans cette bataille pour dire oui, ils se défilent, j'ai les preuves de ce que cette grossesse lui appartient. Pour avoir les preuves aujourd'hui que vraiment l'enfant dont on parle vient de l'individu, c'est deux choses. Première possibilité, il est issu d'une union légalement constituée. Et même là, ce n'est qu'une présomption qui peut tomber à tout moment lorsque un test d'ADN vient confirmer autre chose. Donc, deuxième possibilité, donc, c'est d'aller vers un test d'ADN pour prouver que l'enfant est vraiment le fruit d'une relation qui a eu lieu entre les deux personnes. Et connaissant aussi le coût de ce test-là aujourd'hui, je ne pense pas que les Béninois surfent là-dessus. Quand on s'en tient au niveau de vie du citoyen moyen, c'est pas évident. Donc, et encore une fois, ça fait partie des limites de la législation dans notre pays. Miguel Cueto, merci pour cet entretien. C'est moi qui vous dis merci. Point virgule. Pour tout savoir et tout comprendre sur les différents sujets, société, politique, culture, environnement, des thématiques sont abordées pour faciliter votre compréhension. Point virgule, la lucarne qui vous apporte un plus. Point virgule, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour découvrir le contenu intéressant de nos podcasts. Point virgule.